Merci de regarder Télé Tchad, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau journal. Audience ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu le docteur Mamadou Dicko, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad. La réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile est le principal point abordé au cours de cette audience. Le compte-rendu de Nassou Nuditi. Cette audience, accordée par le président de la République, Idriss Déby Itno, aux représentants du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad, intervient moins d'une semaine après celle accordée à New York au directeur exécutif de l'UNFPA, Dr Babatunde. Au cours de cette audience, qui a duré plus d'une heure, Dr Mamadou Dicko et le chef de l'État ont essentiellement planché sur les efforts du gouvernement en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le représentant de l'UNFPA apprécie les efforts colossaux fournis par le Tchad. Nous avons salué les efforts que le chef de l'État a fait dans ce domaine-là, la construction d'infrastructures, l'équipement d'infrastructures et la formation des ressources humaines. C'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits. Nous avons également constaté que malgré ces efforts-là, la mortalité maternelle reste élevée au Tchad. Mais nous sommes sûrs que l'engagement politique dont il fait preuve, les ressources qu'il a déjà dépensées dans le domaine de la santé, si on a une meilleure organisation à la base, si on a un engagement aussi fort à la base et à tous les niveaux, nous sommes sûrs que très rapidement, on pourrait, au niveau du Tchad, réduire la mortalité maternelle. Docteur Mamadou Dicko a ensuite réitéré le soutien de son institution pour accompagner le Tchad, qui fait du secteur de la santé sa principale priorité. Pour son engagement contre la mortalité maternelle et infantile, le chef de l'État Idriss Déby Itno est invité en septembre prochain à l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies. Une rencontre pour sensibiliser la communauté internationale sur les besoins de financement du Tchad en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le Tchad a dernièrement, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'OMS, fait des engagements. Ces engagements-là constituent, disons, un cadre dans lequel le gouvernement souhaite travailler pour aider à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et en septembre, aux Nations Unies, il y a une Assemblée générale extraordinaire sur ces questions-là. Nous avons souhaité que le chef d'État puisse y aller. Loin d'être une visite de courtoisie et de présentation des civilités au président de la République, la rencontre se veut un cadre approprié pour tracer de nouvelles orientations et une synergie d'action contre la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Fin aujourd'hui des travaux du Conseil extraordinaire des ministres des pays membres de la CEEAC. La vie de l'institution et la situation sécuritaire en Centrafrique, les deux points inscrits à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une analyse minutieuse. Les conclusions de cette réunion seront soumises à la prochaine session des chefs d'État de la CEEAC. Mamadou Moussa Michel pour le compte rendu. Le Conseil des ministres de l'intégration élargi au ministre des Affaires étrangères et de la défense des pays membres de la CEEAC a permis d'identifier les mots qui minent la bonne marche de la communauté. Les conclusions de ces assises seront soumises à la 15e session des chefs d'État de la CEEAC, reportée à une date ultérieure. Pratiquement tous les dossiers ont été réfléchis, finis par le Conseil des ministres. Il restait la phase du sommet des chefs d'État qui malheureusement a été reportée encore compte tenu du calendrier très chargé des chefs d'État. Il y aura des consultations très prochainement du président en exercice qui est le président de la République du Tchad avec ses pairs pour essayer de valider les documents qui ont été finalisés par le Conseil des ministres. Les mesures relatives à l'intégration et à la libre circulation dans la sous-région ont fait également l'objet de débats. Il y a une série de mesures qui ont été déjà prises par la conférence des chefs d'État pour assurer la libre circulation à l'intérieur des pays membres de la CEEAC. Malheureusement, le constat qui a été fait, c'est que quelques États n'arrivent pas encore à mettre en œuvre cette directive en matière de libre circulation. Il est clair qu'il ne peut pas y avoir d'intégration réussie et complète si les citoyens de ce même pays n'arrivent pas à circuler à l'intérieur des pays qui leur concernent. C'est une préoccupation importante que le Conseil des ministres avait évoquée
L'autre question qui concerne la sécurité, effectivement, la sécurité de la sous-région est une des priorités La question au niveau de la République centrafricaine, où vous saviez, les États membres ont mis en place un instrument qui est appelé la MICOPAS, qui a donné des résultats très positifs depuis presque le temps que ces forces sont restées. La RCA a connu une stabilité et il faudrait maintenant consolider et renforcer ces acquis de manière à ce que la République sœur de la Centrafrique puisse prendre en main les dispositifs sécuritaires nécessaires d'ici 2013. Les ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale n'ont pas perdu de vue les questions relatives aux projets intégrateurs. Il y a beaucoup de projets intégrateurs qui sont en vie pour ce qui concerne par exemple le Tchad. Il s'agit de l'interconnexion avec le Cameroun, avec la RCA. Dans le domaine des infrastructures, il s'agissait des rails à construire aussi entre les États. L'intégration deviendra effective que si la question des communications sera définitivement réglée et c'est que cet aspect est pris en compte aussi dans la réflexion que nous avions menée. Les différents points débattus seront soumis à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement de la dite communauté lors du prochain sommet. Éducation, brevet d'études du premier cycle. Les épreuves ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ici dans la capitale, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Aboubacar Assidi, qui a donné le coup d'envoi de l'examen en présence de la secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Assia Mahamat Abo. Reportage de Innocent Kelayo. Ces dernières années, le gouvernement mène une lutte interne contre la désertification en encourageant la plantation des arbres. C'est avec ce sujet de rédaction relatif à la protection de l'environnement que les 17 450 candidats ont entamé les épreuves du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire. C'est un sujet d'actualité et que le Tchad est entré résolument dans une phase de faire face à la désertification. Le chef de l'État en personne s'occupe du dossier, en plus du ministère de l'Environnement. Et donc le Tchad, même nous au niveau de l'éducation nationale, nous donnons de l'importance à ce sujet. Et les enfants, comme vous l'avez vu ce matin, sont en train de traiter de ce sujet-là pour que chacun de nous mette dans la tête que la désertification est un danger pour le pays. Dans les 3 lycées et collèges où le ministre a lancé officiellement les épreuves, les candidats au BPCT ont apprécié différemment le sujet. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas écrit rien, je suis en train de réfléchir. Le sujet ne me semble pas difficile pour le moment. Je me débrouille très bien et même j'ai commencé à presque finir le sujet même. La désertification, c'est le fait qu'il manque d'eau et l'écosystème est menacé. Les candidats de la capitale et ceux des provinces ont 3 jours pour composer les épreuves du brevet d'études du premier cycle. La Société nationale d'électricité s'est engagée dans un vaste chantier. Objectif, la satisfaction de ses abonnés. Des travaux de renforcement du réseau de distribution de la SNE sont en cours. Les précisions de Garatian Irima. Le réseau de distribution d'électricité est très limité dans la capitale. Conséquence, l'approvisionnement de la population en eau et électricité est très irrégulier. La société en charge de fournir le courant électrique décide d'inverser la tendance. Et cela passe nécessairement par la réhabilitation et le renforcement des ouvrages de distribution électrique dans la cité. Pour concrétiser cette ambition, l'entreprise saoudienne Al-Sherif est à l'œuvre. Les câbles, les poteaux et autres outils pour améliorer la distribution sont convoyés sur le terrain. Le directeur général de la Société nationale d'électricité se dit confiant de la qualité des travaux. Le gouvernement est en train de concentrer beaucoup d'efforts pour régler le problème d'électricité. Au niveau de la production, les choses sont beaucoup avancées. Au niveau de la centrale de Farsha, que ce soit au niveau de Djarmaya. Et il faut aussi réhabiliter le réseau parce qu'aujourd'hui, autant que la production nous crée beaucoup de difficultés, autant le réseau aussi est en train de
nous crée des problèmes parce qu'on n'arrive pas à pouvoir livrer l'électricité disponible chez les clients. Donc avec ce projet, je pense que le problème de la distribution sera réglé et nous pouvons quand même donner de l'électricité de qualité aux clients. Et c'est un projet, il faut le noter, très important parce que ça fait quand même 71 km de câbles moyenne tension à intérêt. Ça fait aussi 14 km de câbles aériens à tirer. Ça fait environ 720 poteaux à implanter. Ça fait aussi 19 nouveaux postes à construire et puis quelques postes à réhabiliter. Prévu pour une durée de 12 mois, les installations effectuées par l'entreprise saoudienne Al-Sharifa permettront d'optimiser la distribution de la centrale de Farsha qui produit déjà 60 MW. Le coût des travaux s'élève à environ 8 milliards de nos francs. Début ce matin au Méridien Chari d'une rencontre sur le plan d'affaires devant permettre la mise en œuvre du plan de production pour l'industrie pharmaceutique en Afrique. Les cadres nationaux et les experts de l'Union africaine ont pour mission d'élaborer un document qui devrait faciliter la production des médicaments essentiels sur le continent africain. Réma Odette. L'accès aux médicaments reste un obstacle majeur pour la santé publique dans de nombreux pays africains. Inverser cette tendance contribuera graduellement à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé. C'est pourquoi l'Union africaine a bien voulu élaborer un plan de production pour l'industrie pharmaceutique en Afrique. L'objectif, en fait, c'est de mettre les pays ensemble, par groupement sous-régional pour produire certains médicaments et après les échanger les uns avec les autres. Par exemple, les pays de l'Afrique de l'Ouest peut-être vont se spécialiser dans la fabrication des médicaments contre, par exemple, le paludisme. Les pays d'Afrique australe vont se spécialiser dans la fabrication des médicaments contre la tuberculose et les pays d'Afrique centrale vont se spécialiser, par exemple, dans la fabrication des médicaments contre le VIH-Sida. Dans la quête de cette production africaine, une attention particulière doit être portée aux médecines africaines reconnues pour leur efficacité, a souligné le secrétaire d'État à la santé. L'Afrique doit non seulement parvenir à produire des médicaments génériques pour les maladies prioritaires comme le paludisme, le VIH-Sida, mais également relever les défis de la disponibilité de produits pour les maladies non transmissibles et les maladies négligées qui l'affectent de façon disproportionnelle. La production pharmaceutique locale, si elle est bien menée, permet non seulement d'avoir les médicaments essentiels à prix abordable, mais permet également de lutter contre les maladies contrefaites et le marché illicite, autant de maux qui minent notre continent. La recherche et la production industrielle des médicaments traditionnels entraîneront le développement d'une expertise locale et permettront aux pays africains de mieux couvrir leurs besoins en médicaments. Cette réunion des experts des organisations internationales, des agences des Nations Unies et des organisations de la société civile identifiera les défis et les lacunes pour la mise en œuvre de la production pharmaceutique africaine. Je veux l'annoncer dans notre édition de la veille. Aujourd'hui, 14 juin, le Tchad, à l'instar des autres nations, célèbre la journée mondiale du don de sang. Le thème de cette journée, qui vient rappeler l'impérieuse nécessité du don de sang, est « Plus de sang, plus de vie ». Au cours d'une cérémonie organisée ce matin dans la cour du Centre national de transfusion sanguine, des diplômes d'honneur ont été décernés aux personnes qui, depuis plusieurs années, donnent leur sang pour sauver des vies. C'est un reportage de Ganda Taouamia. Ils sont plus d'une vingtaine de donneurs volontaires de sang à recevoir des diplômes d'honneur pour leurs gestes altruistes visant à sauver des vies humaines. C'est à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale qui leur est accordée. Une journée qui offre l'opportunité de rendre un hommage mérité à tous ceux qui donnent leur sang pour répondre aux besoins de leurs semblables en détresse. Pour les donneurs volontaires de sang, donner son sang pour sauver une vie humaine est un acte humanitaire. J'ai été primé par le CNTS par rapport au travail de sensibilisation que nous avons eu à mener, que l'association a mené, qui a porté fruit. C'est un geste naturel de cœur. Je suis à ma 9e fois de donner le sang et j'interpelle l'opinion nationale qu'internationale résidant au Tchad de pouvoir donner ce sang pour sauver une vie. Selon le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, la population tchadienne doit saisir cette occasion pour faire du don de sang un acte de solidarité nationale et un devoir patriotique. Le défi qui nous attend est énorme. C'est celui d'augmenter le nombre de dons pour couvrir les besoins, selon l'OMS, c'est-à-dire
10 dons pour 1000 habitants, d'une part, et d'autre part, atteindre 100% de dons volontaires d'ici à l'an 2015. Placée sous le thème « Plus de sang, c'est plus de vie », cette journée interpelle l'humanité sur la nécessité de collecter plus de sang en vue d'assurer sa disponibilité et son accessibilité au plus grand nombre de malades. Pour réduire de manière substantielle les décès d'enfants, de femmes et d'hommes dont les vies sont menacées par une hémorragie ou une anémie sévère, et sauver plus de vies, comme le stipule le thème de cette journée, nous devons prendre des mesures vigoureuses et adaptées pour non seulement augmenter la production, mais aussi mettre en place des systèmes de distribution fonctionnels et efficaces. Abondant dans la même logique, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique a invité la population à être généreuse. Dr Kanika Djam Nargaï appelle la population à donner plus de sang afin de ne plus laisser personne mourir anémiée. Un appel qui a été entendu séance tenante. Juste après la visite des locaux du Centre national de transfusion sanguine, des dizaines de donneurs volontaires se sont présentés devant la salle de prélèvement sanguine pour accomplir l'acte salvateur. Cap sur le département de Sila, l'hôpital régional de Gozbeida, chef-lieu de cette région, peine à répondre aux besoins en santé de la population. Une population estimée à 500 000 âmes par les autorités régionales. À l'autorité de cette situation, l'insuffisance du personnel soignant, la non-disponibilité des médicaments. Les précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial, Bachagaya Isanga. L'hôpital de Gozbeida est la seule structure sanitaire de la région du Sila qui accueille un nombre important de malades. Des patients effectuent de longues distances pour s'y faire soigner, car les districts sanitaires sont souvent confrontés à un problème d'approvisionnement en médicaments et à un manque criard de personnel soignant. Sur les 29 districts sanitaires que compte la région du Sila, seuls 13 sont opérationnels. L'hôpital régional reçoit même des malades en provenance de Tissi, localité située à environ à 300 km de Gozbeida. Avec l'afflux des malades, cette structure sanitaire d'une capacité modeste n'arrive pas à répondre aux besoins des malades eu égard à leur nombre important. Pour les responsables de la pharmacie, la région n'est aucunement confrontée au manque de médicaments. Les médicaments, précisent-ils, sont mis gracieusement à la disposition des malades. Le problème de personnel se pose avec acuité à la maternité qui ne dispose que de 2 sages-femmes pour un nombre important de patientes. Les délégués sanitaires sont conscients des difficultés que rencontre la région du Sila en matière de soins. Pour redynamiser les districts, les délégués sanitaires n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit des plus hautes autorités pour que des solutions appropriées soient trouvées. Le PNSA, Programme national de sécurité alimentaire, a pour mission principale de garantir la sécurité alimentaire des populations. L'institution se donne les moyens pour atteindre cet objectif. L'institution vient de lancer une caravane de sensibilisation des agriculteurs. Première étape de cette caravane, la région du Mayo-Kibiès. Baba Robert. Pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, des manuels de labour sont mis à la disposition des producteurs. Ce sont des tracteurs, des intrants, des semences et des charrues qui doivent permettre aux bénéficiaires d'accroître leur production. Le programme national de sécurité alimentaire intensifie la campagne de sensibilisation sur l'utilité de ces moyens de labour par le biais d'une caravane. Le moyen KBS constitue la première étape de cette caravane de sensibilisation. À Guelendin, chef-lieu du département du Moyen-Lémier, une pièce de théâtre a été présentée à l'assistance pour montrer l'importance des tracteurs en tant que force motrice. Les tracteurs seront les acteurs, permettent aux producteurs de travailler sur de grandes surfaces. Les frais de labour sont fixés à 10 000 francs l'hectare. Ces frais ajoutés sont destinés à l'entretien de ces engins. Après Guelendin, la caravane de sensibilisation du PNSA a mis cap sur Bongor, chef-lieu du département du Moyen-Bonnet. Les mêmes messages sont relayés afin de persuader la population pour qu'elle adhère à la philosophie que prend le PNSA. Le chef de l'État voudrait que chaque famille tchadienne s'autosuffise au point de vue alimentaire pour que le Tchad devienne un pays émergent dans sa lutte. J'ose croire que la présence de cette caravane de sensibilisation sur la campagne agricole 2011-2012 permettra à nos producteurs, pour qu'ils saisissent l'occasion pour
augmenter leur superficie agricole grâce aux tracteurs offerts par le PNSA. Pour les autorités du département du Moyen-Bonnet, cette caravane permettra à la population d'accroître sa production agricole. Après Bangor, la caravane poursuit sa mission dans d'autres localités de la zone méridionale du pays. Le plan d'action relatif à la fin du recrutement et à l'utilisation des enfants dans les conflits armés paraphé. C'était ce matin au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, des ministres de l'Action sociale et de la Défense nationale, des diplomates, des représentants du système des Nations Unies, des associations de défense des droits de l'homme et des enfants parlementaires. Le récit de Maral et Joséphine. Nous ne voulons pas la guerre. Oui à la paix, non à la guerre. C'est avec ces messages qu'un ancien enfant soldat s'est adressé au public. Ces enfants ne seront plus jamais enrôlés dans les conflits armés au Tchad. Cela grâce à l'acte que vient de poser le gouvernement tchadien. La signature de ce plan d'action met fin au recrutement et à l'utilisation des enfants dans les forces et les conflits armés. Pour le coordinateur résident du système des Nations Unies, Kingsley Amani, son institution et le gouvernement doivent renforcer leur collaboration. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mohamed Béchir Okormi, quant à lui, s'est apaisanti sur les importantes réalisations en faveur des enfants. Il s'agit notamment de la démobilisation des enfants soldats et de leur réinsertion sociale. Selon lui, le Tchad ne doit plus figurer parmi les pays de la honte. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Radhika Kosmaraswamy, le Tchad a fourni des efforts considérables dans le domaine de la protection des enfants. Elle s'est dit déterminée à plaider auprès de son institution afin qu'elle appuie le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre effective de ces plans d'action. Ce que nous pouvons faire, c'est appuyer toutes les étapes de la mise en œuvre, aussi appuyer la mobilisation des ressources pour la réintégration des enfants et finalement, lorsque le moment sera venu, de s'assurer à ce que le nom des forces armées tchadiennes et groupes associés soit retiré de la liste. Pour la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la famille, Ngarbatna Carmel Soukat, le Tchad vient par cet acte de prendre une décision qui lui permettra de consolider la paix. Les Nations Unies ont inscrit le Tchad sur la liste qu'ils appellent la liste de la honte. Malgré tous les efforts que fournit notre pays, notamment le retrait des enfants des groupes armés, chaque fois que nos vaillants combattants faisaient des prisonniers. Son Excellence le Président de la République lui-même a invité toute la communauté internationale résidant au Tchad à être témoin du phénomène de l'enrôlement des enfants par les groupes armés. L'amélioration du cadre sécuritaire actuel du Tchad permettra au gouvernement de mettre en exécution le plan d'action dans son intégrité. C'est là afin d'ouvrir une nouvelle ère aux enfants. L'Afrique s'apprête à célébrer ses enfants le 16 juin prochain. Chaque année, l'on se rappelle le massacre des enfants de Soweto avec la célébration de la journée de l'enfant africain. La rédaction de Télé Tchad a décidé de consacrer un dossier complet à ce sujet. Pour commencer, gros plan ce soir sur la situation générale des enfants tchadiens. Un gros plan signé Saint-Tige Montaire. Comme chaque année, à la même date, le 16 juin, l'Afrique rendra hommage à ses enfants. Le Tchad ne sera pas du reste, le Tchad dont plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Selon les chiffres du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, en 2009, le Tchad comptait 6,4 millions d'enfants. Tous ont les mêmes droits en théorie, mais en réalité, les disparités sont palpables. Ils sont nombreux à vivre au quotidien la pauvreté, la déscolarisation, le manque de protection, de nutrition ainsi que de soins de santé. En 2003 déjà, on estimait à 500 000 le nombre d'enfants nécessitant une protection particulière au Tchad. Un chiffre qui est loin d'être exhaustif. Par ailleurs, les phénomènes d'enfants mendiants et d'enfants de la rue sont toujours présents au Tchad. Mais le tableau est loin d'être catastrophique, soutiennent les autorités en charge de l'enfance. Le Tchad, conscient de la place de l'enfant, est l'un des tout premiers pays à ratifier la Convention des droits de l'enfant en 1991 et la Charte africaine des droits de l'enfant. Outre ces textes, depuis plusieurs années, l'État a mis en place des programmes en faveur des enfants.
En santé, les vaccinations sont régulièrement organisées. La mortalité infantile a baissé grâce à la construction des infrastructures sanitaires. Sur le plan de l'éducation, la construction chaque année de 2000 salles de classe permet de réduire le taux d'analphabétisme. La plus grande réussite du gouvernement et de ses partenaires est sans nul doute la démobilisation et la réintégration de 1000 ex-enfants associés aux forces et groupes armés. Sur le plan participatif également, la voix des enfants se fait entendre de plus en plus avec le Parlement des enfants tchadiens. Mais le plus grand défi à relever aujourd'hui, c'est sûrement le changement de mentalité des adultes qui oublient souvent la valeur et la fragilité de l'enfant. C'est le combat à mener. Lecture d'un communiqué de presse de l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme. L'ATPDH s'insurge contre le comportement des conducteurs des bennes qui ramassent du sable. Ces bennes causent régulièrement des accidents mortels. Selon les termes du communiqué de l'APTDH, l'association demande aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour réglementer la circulation de ces bennes et éviter des pertes en vies humaines. Le communiqué de presse porte la signature du vice-président de l'ATPDH, Mahamat Bodinga. Je propose de boucler ce journal par la lecture de plusieurs décrets portant nomination à des postes de responsabilité. Décret portant convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète, article 1er, en application des dispositions des articles 119 et 120 de la Constitution, l'Assemblée nationale est convoquée le lundi 20 juin 2011 en session extraordinaire à l'effet de installation de la nouvelle Assemblée nationale et mise en place de ses différentes structures. Article 2. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 14 juin 2011, Idriss Déby Itno. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère chargé de la décentralisation. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1er. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Direction de cabinet, directeur de cabinet, Ramadi Hidinta Florent. Conseiller technique du ministre, Nalalta Alara. Directeur de la formation et de la communication, Mahamat Aladi Tchoroma. Direction de la coopération décentralisée et du développement local, directeur Mahamat Sherif Wardougou, directeur adjoint Mahamat Kaya. Article 2. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la décentralisation et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 14 juin 2011, Idriss Déby Itno. Et puis, au terme d'un décret signé ce jour, toujours par le chef de l'État, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Au ministère, sont nommés délégués régionaux du ministère chargé de la décentralisation. Région du Borkou, Enedi Tibesti, délégué M. Mamad Saleh Adam Minaï. Région du Kanem-Lac, délégué M. Mamad Ali Ibrahim, région du Bata Guéra, délégué Moussa Amat Moussa, région du Salamat Sila, délégué Mamad Mangue Garmbassa, région du Baril Ghazal et Hadjar Lamis, délégué Abdel Nasser Moussa Abakar, région du Wadaï et du Wadi Fira, délégué Mahamat Ahmad Saleh, région du Moyen Chari, délégué M. Dalou Ladar, région du Logone occidental et du Logone oriental, délégué Ahmad Bel Kaïsala, région du Chariba Girmi N'Djamena, délégué Mme Noudjilombay Dionkito Léouni, région du Mayo-Kébi Tangélé, délégué Mme Lakama, M. Lakama Naniko. Au terme d'un décret signé ce jour, M. Nassour Mahamaden Ourouga est nommé en qualité d'attaché de défense à l'ambassade du Tchad auprès de la République du Soudan. Et pour terminer, décret portant nomination des officiers généraux et d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à la garde nationale et nomade du Tchad.
Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, sur proposition du ministre de la Défense nationale, décrète. Article 1er. Les officiers généraux et l'officier supérieur des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à la garde nationale et nomade du Tchad. Commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, général de brigade Sidi Arabi. Commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, premier adjoint, général de brigade Saletouma Koni. Commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, deuxième adjoint, colonel Nguinambay Michel Bardé. Article 2. Le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l'Administration du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec la lecture de ces décrets que se referme cette édition. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad.